partir l'enregistrement. Voilà. On va enregistrer seulement la première présentation, puis avec les questions évidemment qui vont avec. Puis on va arrêter après la première présentation. Il y avait une certaine problématique au niveau de ce qui peut être présenté ou pas pour la deuxième. Et puis donc, la présentation va être mise en ligne après ça si vous voulez aller la revoir ou si vous avez des collègues qui ne pouvaient pas être présents. Donc, bienvenue tout le monde à notre deuxième webinaire virtuel du réseau Galactinov. On est très content de vous avoir ici. Aujourd'hui, on a deux présentations. Donc, une première présentation par Daniel Rico et Alexis Ruiz-Gonzalez du côté du Québec, puis du côté de la France par Aude Remeau et Marion Rambaud. Donc, on va commencer par la présentation de Daniel et Alexis. Je vais vous mentionner déjà, Daniel va présenter en français, puis Alexis va faire sa partie en anglais. Donc, s'il n'y a pas de problème avec ça, je pense que tout le monde est capable de suivre dans la langue de Shakespeare aussi. Et puis donc, cette première présentation-là s'intitule « Une approche nutritionnelle pour l'atténuation de l'impact du stress de chaleur sur la santé intestinale et la productivité des vaches laitières ». Donc, je vais laisser le micro à toi, Daniel, pour commencer. Merci beaucoup et merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, Alexis et moi, on va vous parler de la recherche qu'on a fait dernièrement dans le sujet du stress de chaleur chez la vache laitière. Et, donc il y a 3 phases animales qu'Alexis a, en fait 4 qu'il a réussi à faire. Il a beaucoup travaillé dernièrement et donc c'est ça qu'on va partager avec vous. Donc je voulais juste mettre en contexte un peu de quoi on parle aujourd'hui. On parle du côté droit de cette figure. Donc, vraiment, le stress de chaleur de la vache, quand ça monte au-delà de la zone de thermoneutralité pour la vache. Et en général, quand on parle de stress de chaleur, on parle de plusieurs facteurs qui pourraient influencer le confort des vaches, et entre autres la température, l'humidité, la vitesse de l'air, l'accès à l'ombre. Et tout ça pourrait influencer comment la vache ressent la chaleur. Et il y a des mesures précises qu'on peut faire pour avoir une idée de c'est quoi la température qu'elle ressent. Et pour ça, on a l'index de température humidité, THI. Et on pense en général qu'à partir de 68, une valeur de 68, on commence à avoir des pertes pour les animaux. Et c'est un continuum dans lequel on pourrait arriver même à la mort de l'animal si jamais ça continue à monter. Donc c'est quand même important pour la productivité, mais aussi pour la santé des vaches. Pardon? Ok, on continue. Je pense que les autres présentateurs, les autres participants, il faudrait fermer vos micros, s'il vous plaît. Ce sera plus facile pour Daniel. Merci. Et alors, pourquoi on s'intéresse au stress de chaleur? Dans notre équipe, on a un intérêt particulier pour la régulation de la synthèse de granulés. Donc, c'est quelque chose que j'ai remarqué en été. On voit une tendance qui se répète toutes les années, une diminution de la concentration et la production de gras. On voit ici la production de gras par vache par jour. Et ça pourrait être expliqué par plusieurs facteurs, des choses qui changent pendant l'été, par exemple la photopériode. Il y a des chercheurs qui s'occupent de ça en ce moment, à étudier ça. Et les changements de diète, ça pourrait aussi influencer les taux de gras ou la production de gras. Et surtout, quelque chose qui semble être très important pendant l'été, c'est la température. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des problèmes d'excès de température dans les fermes laitières québécoises? On pense que oui. Donc, il faut aussi se rappeler que la planète se réchauffe. Et on voit ici des données du NASA à partir des années 50. Et comme vous le voyez, ce n'est pas chaud partout, tout le temps, mais il y a une tendance à la hausse en général. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Et il n'y a pas quelques mois, dans l'Ouest canadien, il y a eu une vague de chaleur très, très forte. C'était assez problématique. Donc, on commence à penser beaucoup aux chaleurs, même ici au Canada, même au Québec. Et un autre facteur qui est important à considérer, c'est qu'on a des vaches modernes qui produisent beaucoup de lait. Et leur sensibilité, à cause de la chaleur dégagée par cette production, est élevée. Et ça rend les vaches plus sensibles. Donc, il faut tenir ça en compte aussi. Donc, il y a aussi plusieurs choses qui se passent quand une vache est en stress de chaleur. Et elle essaye de dégager la chaleur. Donc, il y aura une vasodilatation périphérique. Et ça, c'est la réponse de l'animal pour essayer de dégager la chaleur. Il augmente sa consommation d'eau. Et taux de respiration augmente aussi. Il mange moins. Mais on pense qu'il y a
un aspect central qui est très intéressant, très important pendant le stress de chaleur, c'est qu'il y a une vasoconstriction intestinale, donc hypoxie et ischémie intestinale. Et là, il y aurait la mort de plusieurs cellules intestinales qui amène la vache à avoir une augmentation de la perméabilité intestinale. Donc, il y aurait des particules, des bactéries, par exemple, qui rentrent en circulation, ce qu'on appelle endotoxémie, qui entraînerait une réponse inflammatoire importante. Et en même temps, il y aurait un changement du microbiote qui pourrait aussi jouer un rôle dans tout ça. Donc, la réponse inflammatoire liée à la perméabilité intestinale serait un facteur très important et pour expliquer les pertes qu'on a en général quand on voit des vaches en état de chaleur. Donc, ici, dans nos recherches, ce qu'a fait Alexis avec nous au CRESAT, et on voit ce qui a été déjà démontré dans d'autres laboratoires qui ont étudié les stress de chaleur. Il y a une diminution d'autour de 30% de la prise alimentaire, de l'ingestion des matières sèches. Mais en même temps, quand on évalue c'est quoi l'effet du stress de chaleur, on veut éliminer l'effet de la prise alimentaire. Donc, ce qu'on utilise en général, ce que vous voyez en bleu, c'est des vaches en alimentation pair feeding, on appelle. Donc, ça élimine ce facteur-là et on peut étudier vraiment ce que l'effet du stress de chaleur est vraiment. Donc, on s'attendrait à voir que des animaux qui mangent la même quantité produiraient la même quantité de lait par jour, mais ce n'est pas du tout le cas. On voit que la production de lait est plus faible, dans ces cas, de 14% plus faible que des vaches qui mangent la même quantité en thermoneutralité. Donc, on se pose la question pourquoi ce serait le cas. On pense que probablement l'une des meilleures pistes qu'on a, c'est l'augmentation de l'inflammation. Et c'est quelque chose qui est important aussi pour les composants du lait. On voit des pertes similaires en production de gras, protéines et lactose. Alors, comment ça se passe? C'est la partie intéressante pour moi. C'est que l'endotoxémie pourrait jouer un rôle ici. Ici, on a un exemple des effets que l'endotoxémie induite par injection intramammaire de LPS, lipopolysaccharides, des bactéries gram-négatives, pourrait avoir comme effet. Donc, on voit une diminution de l'appétit. Les vaches mangent moins. Même chose que pendant les stress de chaleur. Il y a une augmentation de la température rectale liée à l'inflammation et au catabolisme musculaire. Et il y aurait aussi une perte de production de lait. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une réduction de la prise alimentaire, mais une augmentation de l'insuline, ce qui est plutôt étrange, parce qu'en général, ça serait l'opposé. Si un animal mange moins, l'insuline devrait diminuer. Donc, il y a quelque chose qui entraîne cette réponse d'insuline qui serait importante pour les vaches avec des infections ou en stress de chaleur. Donc, il y a quelque chose qui est aussi important à se rappeler, c'est que le système immunitaire, une grande partie ou la plupart, réside dans les intestins. Donc, c'est une large aire à défendre, surtout s'il y a des trous dans la barrière intestinale. Donc, la réponse inflammatoire serait importante à cause de ça, des pathogènes potentiellement qui rentrent à cause de cette augmentation de la perméabilité. Il y a un chercheur qui a beaucoup travaillé en stress de chaleur aux États-Unis, dans l'université d'Iowa, qui s'appelle Lance Baumgart, et lui a proposé finalement que le système immunitaire pourrait expliquer les pertes en stress de chaleur. Et il a calculé avec des études avec des injections intraveineuses de LPS que le système immunitaire activé peut utiliser plus d'1 kilogramme de glucose en 12 heures. Donc, c'est une quantité importante qui pourrait expliquer les pertes de production des vaches. Donc, si on voit un peu en résumé tout ce qu'on vient de dire, pendant le stress de chaleur, il y aurait des problèmes de perméabilité intestinale liés à cette vasoconstriction intestinale. Ça permet alors que des particules bactériennes, type, par exemple le LPS, rentrent en circulation, ça entraîne une cascade d'inflammation et stress oxydatif qui est associée à cette réponse immunitaire aussi. Par la suite, on a une diminution du glucose dans le sang qui pourrait indiquer que le système immunitaire utilise le glucose, comme ça a été proposé par le groupe de Lance Baumgart, et ça expliquerait la diminution de lactose et production de lait. Il y a en même temps, à cause de l'inflammation, une augmentation du catabolisme musculaire qu'on peut mesurer avec des différents marqueurs. Donc, pour la productivité des vaches, en général, quelque chose qui pourrait expliquer ça, comme je l'ai mentionné, c'est les changements liés à l'endotoxémie. Et donc, dans ces cas de stress de chaleur, on a des données de notre laboratoire ici au CRESAT qui montrent que l'insuline augmente au jour 7 et au jour 14 de stress de chaleur, comme vous le voyez ici.
Et même si les vaches mangent la même quantité que les vaches en thermoneutralité, on a plus d'insuline en stress de chaleur. Donc, même chose que l'infection induite par LPS. Et donc, ça entraîne aussi une diminution de la mobilisation des tissus adipeux, qu'on voit ici dans les acides gras non estérifiés. Donc, il y aurait moins de précurseurs, par exemple pour les gras, et en même temps, à cause de l'augmentation de l'insuline, certains tissus pourraient prendre plus de glucose. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit par rapport au système immunitaire. Ici, on a un exemple de macrophage qui peut sécréter une interleukine 1 bêta, et agir directement sur les cellules bêta du pancréas. Donc, ça, c'est plutôt un système de communication entre le système immunitaire et le pancréas pour relâcher plus d'insuline et finalement aller favoriser la prolifération du système immunitaire pour faire face à l'infection qui est en train de se passer. Donc, il y a un autre aspect qui est très intéressant pour nous, c'est comment les différents tissus réagissent à cette augmentation de l'insuline pendant le stress de chaleur ou pendant les infections. Donc, ici, on a un exemple avec endotoxémie induite par LPS. Il y aurait une augmentation de la voie d'inflammation par NF-kappa-bêta qui est liée à la production de différentes cytokines. Et Alexis va vous parler un peu de ça, mais il y aurait des stratégies nutritionnelles qui pourraient agir directement sur cette voie, comme par exemple les oméga 3 ou la vitamine D et le calcium qu'on a évalué. Et cette augmentation de l'inflammation serait aussi liée à une augmentation des céramides dans le plasma qui aurait des effets négatifs sur la voie de signalisation de l'insuline. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi il y a un catabolisme musculaire élevé pendant le stress de chaleur et pourquoi le tissu adipeux augmente en général dans les carcasses des animaux pendant l'été. Donc, les deux tissus agiraient de façon différente à l'insuline et c'est quelque chose qui nous intéresse en ce moment. Alors, juste pour finir ma partie, on a ici une liste de différents nutriments qui pourraient agir de façon différente sur les effets les plus importants qu'on voit dans des périodes de stress de chaleur. Il y aurait des antioxydants, des molécules qui pourraient agir sur le système immunitaire, comme la vitamine D et le calcium, dont Alexis va parler, des molécules qui pourraient agir sur la santé intestinale directement, comme la bétaïne. On fait un projet en ce moment sur ça. Des lipides qui pourraient avoir des effets sur l'inflammation, tels que les oméga 3, des longues chaînes. Et finalement, des nutriments comme la protéine qui pourraient avoir un effet thermique important. Donc, limiter la quantité de protéines dans la diète pourrait être une approche intéressante pour les vaches en état de chaleur. Donc, Alexis va vous parler maintenant de ce qu'on a fait dans nos recherches ici au CRESAT. Thanks, Daniel. So here at CRESAT, we are working on different nutritional strategies to decrease heat stress, like I already mentioned, Daniel. So our experimental setup is mainly 12 dairy cows post-peak. We have cyclical induction heat stress of 72 and 82 of THI. And we allocate cows to 3 treatments. So thermoneutral breastfeeding, heat stress, and heat stress plus the additive that we wanted to test during heat stress. We have 14 days periods of heat stress and 7 days of washout between periods. This to allow the recovery of outcome variables. So the first experiment that we did, we tried to see the effect of vitamin D and calcium supplementation during heat stress. We also include the block of vitamin E and selenium, but we didn't observe any interaction with the outcome variables. So mainly we can see here that the temperature for the heat stress cows increases around 1.5 degrees. And the respiration rate increases by 65%. But when vitamin D and calcium was in the diet, so we observed a reduction 1 degree Celsius after day 7 and 21% of respiration rate reduction from day 3. So this one we could say, or this could suggest that heat stress animals were physically better by reducing maybe the inflammation response of the heat stress animals. And this we can prove, or we can observe here in the indicator of leaky gut and inflammation. For example, calprotectin, we use as an indicator of leaky gut. So we observe that, for example, on day 7 and 14, we can observe that heat stress animals and with vitamin D and calcium have a lower quantity of calprotectin in the feces.
and was the same for tumor necrosis factor alpha, which is an indicator of inflammation. You could observe that also is the same effect. And was this similarly for LBP, which is a lipopolysaccharide binding protein, and C-reactive protein. So this is mainly related that vitamin D and calcium, as already mentioned, that can block the signaling for cytokine production and kappa beta, and at the same time that reduce the oxidative stress. So this secondly, we were also interested to observe what happened when we reduce the crude protein in the diet. There are already some publications that they try to observe differences when lowering crude protein, but also infused like methionine, lysine, and branching chain amino acid, but they didn't observe any effects directly to the heat stress animals. But when they reduce the protein, but they generally when they reduce the level of protein in the diet, so there is changes in the metabolism of the heat stress animals, like for example, reduce the plasma insulin concentration and increases NIFA concentration. So the principle here is mainly related that the protein diet, high protein diet, will have a higher thermal effect. So if we reduce this protein in the diet, we should have a benefit, like reducing this heat. So we observe that, for example, the rectal temperature decreases after day 7 around 0.7 degrees, and was also an effect of the respiration rate, like a reduction of 11% with the lowering the protein in the diet, but balanced for amino acids like histidine, lysine, and methionine. Finally, the third experiment that we did, so we abomasally infused N3 fatty acid like fish oil. This we did because we think that, okay, there is already literature that fish oil can have a benefit effects on stress. It can reduce inflammation, but also they can block the NF-kappa beta that produce the cytokines. So if we have this block of the NF-kappa beta, we can reduce the inflammatory response of the animals. For fish oil, we also observe a reduction in the rectal temperature around 1 degree Celsius after day 3. And interestingly, it's the only experiment that we observe the increase in the meal yield synthesis. So we observe around 2 kilograms more with the heat stress animals with fish oil. So this suggesting that the animal was also improved, and maybe reduction in the hyperactivation in the immune system. That normally, as we know, the hyperactivation immune system takes use a lot of glucose. So maybe this glucose was for milk synthesis in this case with fish oil. And now it's going to continue Daniel. Gracias. Alors, pour la dernière partie, on voulait juste partager avec vous ce qu'on a en tête, qu'est-ce qu'on va faire après. Et donc, on est intéressé, en collaboration avec Rachel Gervais et Ivan Chouinard de l'Université Laval, à évaluer les effets du stress de chaleur sur les profils des acides granulés et peut-être trouver des indicateurs de stress de chaleur dans les granulés. Et par exemple, les acides gras de moins de 16 carbone, de novo, ou les acides gras préformés de longue chaîne, plus de 16 carbone. Et si on les compare entre les groupes, le stress de chaleur versus des vaches en alimentation pérée, en thermoneutralité, on voit qu'ils ne sont pas discriminants des groupes. Donc, il y aurait un effet de la réduction de l'appétit alimentaire dans tous les groupes sur ce type d'acides gras, mais on ne voit pas vraiment un effet discriminant entre les groupes. Mais on voit ça pour l'acide stéarique dans le lait. Les groupes en stress de chaleur ont des concentrations plus élevées du site 0 dans le lait par rapport à la des vaches en thermoneutralité. On voit qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient être intéressants pour devenir des marqueurs, comme les acides gras à chaîne impaire ou ramifiés, ou des acides gras liés à la biohydrogénation, ne sont pas vraiment discriminants entre les groupes. Et une autre chose qui nous intéresse, c'est aussi de voir s'il y aurait des marqueurs dans les fesses des vaches qui pourraient être liés au microbiote. Donc, on a une étape préliminaire qu'on a fait en collaboration avec, en fait, mon frère aux États-Unis et de l'Université de Maryland, où on voit déjà une bonne séparation des métabolites fécaux, entre autres des vitamines hydrosolubles, de certains acides aminés, dans les groupes en stress de chaleur par rapport à des vaches en thermoneutralité.
Et ça serait aussi associé à des facteurs d'inflammation ou des indicateurs de stress de chaleur chez la vache. Et finalement, il y a une collaboration qu'on a démarrée avec Hélène Yam de l'INRAE à Julian Josas. Et ici, on s'intéresse avec Hélène à évaluer c'est quoi les effets sur la méthylation globale. Donc, c'est la première étape qu'on a fait cet été ensemble. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que des vaches en thermoneutralité par rapport aux vaches en stress de chaleur au jour 14, il n'y a pas vraiment de différence. On ne voit pas un effet de traitement nécessairement sur la méthylation globale. Mais on voit quand même une différence entre les jours 0 et les jours 14 du traitement. Et ça pourrait être bien lié à la réduction de la prise alimentaire dans tous les groupes. Et on est toujours en train de discuter c'est quoi les potentielles explications pour ça. Et un autre aspect qui a suggéré une étude, c'est certaines régions du génome de la vache qui pourraient être discriminantes et qui sont riches en CPG, sont des régions CPG. Alors, ici, on a 5 positions différentes. Dans un gène en particulier, c'est les gènes du récepteur X des rétinoïdes. Alors, on voit ici que dans les groupes en thermoneutralité versus les groupes en stress de chaleur, les jours 0 versus les jours 14, on ne voit pas vraiment de différence en méthylation, mais il y a un effet de la période. Donc, la troisième période, dans les carrés latins, il semble avoir une différence dans tous les groupes. Donc, il n'y aurait pas une interaction entre le traitement et la période, mais ça veut dire peut-être quelque chose se passe lié potentiellement à l'état de lactation, au état de lactation de la vache, qui est plus avancé à la fin de l'expérience. Mais on est aussi en train de réfléchir à quoi pour expliquer ces résultats. Donc, pour finaliser, en conclusion, on pense que l'augmentation de la perméabilité et l'endotoxémie jouent des rôles centraux dans les phénotypes de stress de chaleur. On pourrait trouver potentiellement des interventions qui agissent sur des différents aspects du stress de chaleur. Et avec les tests qu'on a fait avec la vitamine D et les oméga 3, on voit des améliorations au niveau de température rectale et taux de respiration. Et les oméga 3 en particulier ont montré qu'on peut récupérer un peu la production de lait. Donc, c'est intéressant. Donc, je voulais remercier nos collaborateurs de l'Université Laval, Rachel Gervais, Evan Chouinard, Agri-Food Agriculture and Agri-Food Canada, Hélène Lapierre et Daniel Ouellet, et au INRAE, Hélène James, et on commence aussi une collaboration avec Audrey et Pierre Germont au INRAE de Tours. Et finalement, Akosh Kenes de l'Université de Hong Kong CTU. Et merci à vous d'être là pour la présentation. Et si vous avez des questions, on peut passer tout de suite à ça. Merci. Merci Daniel et Alexis pour la présentation. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main et je vais vous donner la parole. Moi, j'en avais peut-être une petite rapide déjà en commençant. Vous voyez, par exemple, qu'on peut récupérer une partie de la production, par exemple avec la vitamine D, avec les oméga 3. Ça agit probablement à différents niveaux. En les combinant, pensez-vous qu'on va avoir un effet additif des deux ou peut-être qu'il va y avoir moins que l'effet des deux choses indépendantes? C'est une bonne question. Je pense qu'on n'a pas passé beaucoup de temps à réfléchir aux interactions qui pourraient exister. Mais c'est bien possible que certaines molécules comme la vitamine D vont agir de façon spécifique sur certaines voies. Par exemple, ce qu'Alexis a montré directement sur NF-kappa-bêta. Ça serait quelque chose qui est partagé avec les oméga 3. Mais les effets sur les effets antioxydants, par exemple, de la vitamine D à travers les glutathione, ça pourrait être spécifique. Donc, j'imagine que oui, il pourrait avoir un effet additif. On ne connaît pas aujourd'hui si on est au maximum de la réponse pour chaque des nutriments qu'on utilise. Et ça serait quoi les proportions de chaque qu'on devrait utiliser. Mais oui, c'est une super bonne idée de faire. Donc, au final, il pourrait y avoir une suggestion d'un package nutritionnel qui ne serait peut-être pas la somme des effets individuels de chacun des composants, mais peut-être plus que, à tout le moins, l'effet d'un seul. Oui. J'imagine qu'il y aurait des compagnies intéressées à développer un produit avec une recette comme ça. Oui, surtout avec les changements climatiques qui s'en viennent ou qui ont commencé. Pierre, je vais te laisser la parole. Oui, j'avais deux petites questions. C'est dans vos protocoles, est-ce que la première question, c'est dans vos protocoles, est-ce que vous avez mesuré, dosé la quantité de LPS dans la circulation?
est-ce que vous avez des indicateurs qui sont calprotectin, TNF-alpha, qui sont indicateurs d'une réponse? Est-ce que cette réponse est vraiment liée au LPS ou à d'autres composés bactériens, par exemple? Oui, nous faisons aussi LBP. Oui. Et les C-reactive proteins aussi. Donc, oui, on a fait la protéine qui se lie au Oui. LPS comme un indicateur de la présence de LPS. On n'a pas directement mesuré le LPS, mais on a discuté de le faire aussi. Mais avec la réponse qu'on a eue, l'ensemble LBP plus cytokine et plus calprotectine, on pense que ce sont des bons indicateurs de la réponse. D'une réponse inflammatoire. Pardon? D'une réponse inflammatoire, mais peut-être pas que liée à du LPS. Oui, pas que du LPS, c'est vrai. Mais il y a aussi la problématique d'utiliser les LBP ou la calprotectine comme des marqueurs de perméabilité. Ce sont juste des marqueurs, ce n'est pas la vraie mesure de perméabilité. Donc, dans les dernières expériences qu'on a fait, on a commencé à utiliser chromium et DTA comme marqueur de perméabilité pour s'assurer vraiment que nos marqueurs reflètent vraiment la réalité. D'accord. D'absorption. Et ma deuxième question, c'était sur la réactivité des cellules sanguines. Alors, avec Hélène, vous avez montré des profils de méthylation qui sont différents. Est-ce que vous envisagez dans le cadre de ces travaux un petit peu en lien avec l'endotoxémie, de regarder la réactivité des cellules sanguines à une stimulation par du LPS, par exemple? Ça, pour la prochaine phase animale, on a commencé à discuter. Mais on n'a pas d'essais en place pour le faire. Mais on aimerait bien utiliser une technique similaire pour voir la réactivité. Je pense que vous avez fait quelque chose comme ça dans vos laboratoires. Oui, on a fait des choses. On pourra en discuter éventuellement après la conférence. Oui. Parce que ça peut être intéressant. Oui, oui. Je crois qu'il y avait une question de Marion aussi. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport aux effets en fait, du stress thermique sur l'intégrité de l'épithélium digestif. Je me posais la question si vos traitements alimentaires, est-ce qu'il fait un effet bénéfique au niveau de la perméabilité ou est-ce que vous arrivez à distinguer les effets entre les effets sur la réponse immunitaire et sur l'intégrité? Et si vous aviez aussi éventuellement pensé à utiliser des probiotiques qui pourraient éventuellement aussi améliorer le fonctionnement du tube digestif et limiter la perte de la déstabilisation de l'intégrité de l'épithélium digestif. Donc, pour la première partie de la question, on a ici des données, des marqueurs à gauche, la calprotectine comme marqueur dans les fesses de la perméabilité intestinale. Et c'est vrai qu'elle n'est pas nécessairement spécifique pour la perméabilité parce que ça indique aussi l'activation du système immunitaire, même façon que les LBP. Donc, on pense que ce sont de bons indicateurs. On n'est pas à 100% sûr que c'est vraiment lié directement à des mesures plus précises de perméabilité, mais d'après la littérature, ça serait le cas. Ça reste à vérifier dans la dernière phase animale qu'on a faite, dans laquelle on mesure les deux. Donc, on aura une meilleure idée de à quel point ils sont associés. Mais c'est sûr qu'ils sont associés avec l'inflammation. Donc, si on voit ici, la vitamine D a diminué l'inflammation, TNF-alpha dans le plasma, dans les deux cas, dans le jour 7 et jour 14 de stress de chaleur. Et cette réponse est plus importante à la fin de la période, oui. Mais elle est associée, elle va dans la même direction que notre marqueur de santé intestinale. Et même chose pour les LBP. Donc, c'est presque la même figure, si on imagine les LBP et la C-reactive protein. Et pour la dernière partie, si on est intéressé à utiliser des probiotiques, en fait, oui, on est en train d'écrire un projet dans lequel on utiliserait des levures qui pourraient être liées à une réduction de l'inflammation. Donc là, on ne pense pas beaucoup aux effets ruminants dans les rumines, mais plutôt dans l'intestin. Il pourrait y avoir des améliorations sur la santé intestinale. Et là aussi, on va mesurer, on propose de mesurer ça avec chromium et DTA pour s'assurer que ce soit vraiment la perméabilité qu'on regarde. Merci.
On va peut-être prendre une dernière question par Pierre, puis après ça, je vais un petit commentaire aussi dans le chat que je vais vous demander, Daniel. Mais Pierre, si tu veux y aller d'abord. OK, bonjour. Au niveau de la parturition, il y a des théories ou des hypothèses que la même hypothèse que vous avez mise à propos d'endotoxémie serait responsable de la résistance à l'insuline et certains effets immunodépresseurs. Par contre, nous, on a vu qu'en prenant des vaches qui étaient taries, non gestantes, simplement l'infusion de lipides en intraveineux fait augmenter les acides gras non estérifiés et cause une résistance à l'insuline et une immunodépression. Oui. Donc, là, je pense qu'on parle de la même voie métabolique. Parce que les LPS qui se lient ici au LBP, ça serait la même voie métabolique pour les acides gras à longue chaîne. Ce que je ne connais pas vraiment, c'est la différence entre les acides gras saturés à longue chaîne versus insaturés. Et les traitements, je pense que vous avez infusionné, c'est plutôt insaturé. Ça vient de l'huile de soya. Oui. Et donc, j'imagine que ça serait la même voie métabolique que pour les acides gras saturés comme les palmitiques. Donc, NF-kappa B, augmentation aussi, augmentation des céramides et une diminution de la sensibilité à l'insuline qui expliquerait pourquoi les acides gras non estérifiés augmentent. Donc, ce n'est pas une voie unique au LPS, c'est aussi partagé avec les acides gras. Est-ce que ça a de l'allure pour toi? Ben, on va regarder un peu cette hypothèse-là. Je n'ai jamais entendu parler. Donc, oui, je connais une publication dans laquelle il compare les deux, les LPS et les effets additifs du LPS avec les palmitiques. Mais je ne connais pas avec les linoléiques, par exemple. Mais c'est pas mal la même voie. OK. Très rapidement, une dernière question qui était dans le chat de Hélène, justement, qui demandait est-ce que ce serait intéressant de mettre en place des plans d'alimentation avant que la période de stress, finalement, thermique arrive, donc pour préparer l'animal? Est-ce qu'il pourrait avoir des effets même supérieurs? Mais on pense à certaines vitamines, par exemple, liposolubles, comme la vitamine E, qui pourrait augmenter quand l'animal est prêt avant. Et dans notre cas, par exemple, juste pour cette vitamine-là, on n'a pas vu des effets nécessairement sur les marqueurs de stress oxydatif ou l'inflammation. Mais si jamais il y avait des nutriments que je ne peux pas imaginer maintenant tous, mais qui pourraient être retenus et prévenir ou moduler la réponse inflammatoire, ça aurait du potentiel. Et on n'a pas testé ça pour la vitamine D, par exemple. On a fait juste au même moment qu'on commence le stress. Mais action préventive, ça reste à tester, oui, c'est une bonne idée. OK. Bien, merci beaucoup. Merci Daniel, merci Alexis pour la présentation. C'était très intéressant. Merci. On va passer à la présentation suivante. Je vais arrêter l'enregistrement comme je vous l'avais dit.